L'écriture a 5000 ans. C'est récent à l'échelle de notre espèce. L'Homo sapiens existe depuis au moins 300 000 ans. Pendant tout ce temps, nous avons su transmettre nos connaissances sans lire ni écrire. Il y a 5000 ans, l'Égypte se situait au sud d'une zone agricole appelée le Croissant fertile. Au nord-est se trouvait la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Dans ces deux régions, on avait appris à utiliser les fleuves pour irriguer la terre et augmenter les rendements. La population n'est plus obligée de travailler exclusivement dans les champs. Une société plus complexe peut alors voir le jour. Or, il fallait comptabiliser la production alimentaire afin qu'elle puisse être taxée et distribuée aux villes. Les Sumériens ont donc créé des tablettes en argile, sur lesquelles ils pouvaient facilement faire des marques pour dresser un inventaire. Un système de comptabilité très proche de celui que nous utilisons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une tablette pictographique. C'est très mince. L'espace est divisé en colonnes avec des informations qui vont de pair. Ces cercles et demi-cercles sont des chiffres. Dans chacune des cases, vous avez ces symboles qui s'additionnent à la fin. Voici le signe de l'orge, qui est tracé de façon très reconnaissable comme un pictogramme. Quiconque voyait cela en Mésopotamie pouvait se dire « Ah, de l'orge ». Ces pictogrammes seraient les éléments de base des premiers systèmes d'écriture. Des milliers de tablettes similaires suggèrent que la bascule de la culture de l'oral à celle de l'écrit s'est opérée pour une raison très prosaïque, le besoin de tenir des comptes. Ces preuves archéologiques semblent indiquer que pendant plusieurs siècles, les pictogrammes n'ont d'abord servi qu'à ces rudiments de comptabilité. Et puis, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, une percée conceptuelle a lieu. Cette méthode, qui consiste à représenter un son par une image, est appelée le principe du rébus. Pour vous donner un exemple clair, le mot « shega » en sumérien signifie « beau » ou « joli » ou « gentil », quelque chose du genre. Un scribe l'écrirait donc en syllabes « she-ga ». Il utiliserait le signe orge pour la partie « she ». Pour la seconde partie, il devrait écrire « ga ». En l'occurrence, « ga » signifie « lait ». Ainsi, il dessinerait le symbole du lait. L'orge et le lait ensemble se prononceraient « shega », ce qui n'a rien à voir avec l'orge ou le lait. C'est donc une sorte d'écriture rébus. Rébus est un mot élégant pour parler d'un jeu de mots en quelque sorte. Jeu de mots qui permet à un signe de signifier autre chose. Les Égyptiens semblent avoir effectué le même pas de géant à peu près au même moment. La preuve provient d'un artefact extraordinaire du musée égyptien du Caire. La palette de Narmer, sculptée en 3100 avant Jésus-Christ. La palette évoque un événement historique, la victoire du roi Narmer sur la Basse-Égypte et le peuple du Delta. En conquérant le delta du Nil, Narmer prit le contrôle de tout le cours du fleuve pour devenir le premier pharaon de l'État égyptien unifié. La palette raconte entièrement en images l'histoire de ce triomphe. Elle montre le roi Narmer vaincre un ennemi. Après la victoire, il y eut apparemment une grande fête. Le roi apparaît avec son entourage. Dans ce tableau tragique, certaines images semblent sans rapport avec l'histoire, comme par exemple celle du poisson-chat et du burin. Elles n'ont de sens que si vous faites appel au principe du rébus. Le poisson-chat et le burin sont des valeurs sonores pour le nom du roi. Le mot égyptien pour poisson-chat est nar. Un burin se dit mer. Combinés, ils forment le nom du premier des pharaons, Narmer. Il y a 4300 ans, ce qui ressemble aujourd'hui à une colline de sable était une fière pyramide abritant le tombeau du pharaon Téti. Oh, waouh! Ils sont impressionnants, n'est-ce pas? Oui, vraiment.
C'est le plus ancien texte égyptien complet connu. Superbe. Ces images sont des hiéroglyphes, un système d'écriture plus ancien que les pyramides elles-mêmes. Et que disent-ils? Ce sont des sorts qui aident à ressusciter le roi dans l'au-delà. Le nom du roi est répété encore et encore à chaque incantation. Ô réveille-toi, Téti. Ramasse ta tête, rassemble tes os et tes membres, dépoussière ta chair. Prends ce pain qui ne rassit pas, cette bière qui ne tourne pas. Rends-toi aux portes de ton nouveau royaume. Relève-toi, ô Téti, tu ne mourras point. Il y a tellement d'inscriptions. Ce sont toutes des formules magiques, conçues pour ressusciter le roi, pour qu'il vive éternellement. Le fait que son nom soit toujours là le rend immortel. La preuve, nous en parlons en ce moment. Les Égyptiens en avaient conscience, ils connaissaient tout le pouvoir de l'écrit. En écrivant votre nom, vous devenez immortel, vous vous immortalisez vous-même. La péninsule du Sinaï, en Égypte. L'archéologue Pierre Tallet est amené par de vieux amis sur le plateau de Serabit El Khadim. En compagnie de Salem, son guide, Pierre grimpe à 400 mètres au-dessus du sol désertique. Il suit les traces d'un célèbre couple d'archéologues. Le premier qui a vraiment travaillé sur le site, c'est le grand archéologue anglais William Matthew Flinders Petrie, qui a fait une première campagne de fouilles sur le temple de Serabit El Khadim en 1905. En bordure du plateau, Flinders Petrie et sa femme Hilda découvrent les ruines d'un ancien temple égyptien, parsemé d'une douzaine d'imposantes stèles en pierre. Ces stèles commémoratives sont une des caractéristiques de ce temple de Serabit El Khadim. Chacune des missions qui s'est rendue à Serabit El Khadim en a laissé une à l'intérieur du temple. Il s'agit du compte-rendu biographique d'un chef d'expédition qui est venu au pays minier. Alors le mot turquoise apparaît ici, ça se lit Mefkat. Le temple était dédié à Hathor, la déesse de la turquoise, et les mineurs pouvaient lui faire des offrandes dans l'espoir d'acquérir sa bienveillance. À l'intérieur des mines, les pétris font une autre découverte cruciale. Hilda a marché sur une pierre qu'elle a ramassée en disant à Flinders « Il y a quelque chose là-dessus ». Sur cette pierre, il y avait une inscription très étrange, quelque chose d'inédit. Il l'a regardé et a dit « Cela ressemble à des hiéroglyphes très laids, mais ils ne sont pas égyptiens. Il y a trop peu de signes ici. Cela doit être un alphabet, une révolution. » Si Petrie a vu juste, il s'agirait des plus anciennes inscriptions alphabétiques jamais trouvées. Serait-ce le premier alphabet? Si tel est le cas, qui en est l'auteur? Ce qui apparaît au bas de cette stèle est vraiment très intéressant puisqu'on y trouve la représentation d'un personnage qui est monté sur un âne. On en voit très bien ici la tête, les oreilles. Et cet âne est tenu en laisse par un personnage qui est représenté devant. Et cette image n'est pas du tout l'image d'un Égyptien. Les Égyptiens ne se font pas représenter montés sur des ânes. Il s'agit typiquement de la représentation de quelqu'un qui vient du Negev, quelqu'un qui appartient au monde des Asiatiques, tel que les définissent les Égyptiens. Cet individu a clairement participé à plus d'une expédition, car il est représenté sur une autre stèle où son nom est mentionné en hiéroglyphes. Du frère du prince du Réténou, un certain Rebded, qui participe à l'expédition pour aider les Égyptiens. Réténou était le nom égyptien donné à la terre biblique de Canaan.
Cela montre donc qu'il y avait des travailleurs migrants étrangers à Serabit el-Khadim. Mais à Serabit, quelque chose de remarquable semble s'être produit entre les Égyptiens et les travailleurs migrants cananéens. Et c'est probablement à cette occasion que cette population a eu l'idée de mettre au point ce nouveau système d'écriture en imitant les Égyptiens, mais en adaptant cette écriture à leur propre langue. Le principe même de l'alphabet, qui est finalement un système d'écriture beaucoup plus simple, et rend cette écriture bien plus accessible à un plus grand nombre de gens. Nous sommes au tout début d'un système de démocratisation de l'écriture qui commence ici, à Serabit el-Khadim, autour de 1850 avant Jésus-Christ. La mine de turquoise est encore parsemée d'inscriptions gravées il y a près de 4000 ans. Elle marque le moment où les hiéroglyphes sont devenus des lettres. On voit ici, avec cette tête de bovin qui est surmontée de 2 cornes, probablement le prototype de notre lettre A. Et juste en dessous, on voit vraiment ici le signe de la maison, qui a été retenu pour sa valeur B dans cette écriture, dont on voit ici vraiment le plan très nettement tracé, et qui devient ensuite, également par une évolution graphique, la lettre B que nous utilisons aujourd'hui. Lorsque Rebded et sa troupe de travailleurs migrants sont revenus à Canaan, ils ont rapporté leur invention avec eux. Par la suite, une autre population locale, les Phéniciens, vont s'en emparer. Constitués de commerçants et de marins, ils diffusent alors l'alphabet à travers tout le Moyen-Orient et en Méditerranée, où il fut adopté par les Grecs puis les Romains. Nous avons réuni Orly et le calligraphe Brody Neuenschwander pour retracer la route sinueuse par laquelle les hiéroglyphes de Serabit sont devenus les lettres familières que nous utilisons tous les jours. Les Cananéens ont pris les hiéroglyphes qui avaient du sens pour eux. Puis ils ont vu la tête du taureau. Ils pouvaient immédiatement s'y rapporter parce que c'était la tête de leur propre dieu, Baal. Je vois. Mais dans leur dialecte sémitique, l'animal était appelé Alouf, Alf ou Alif. Donc ils regardent ce taureau et disent Alouf à la place du mot égyptien. Oui, ils le disent dans leur propre langue et ils ont décidé que cela représenterait le son A. Ils l'ont simplifié, j'imagine, en seulement 2 coups de pinceau. C'est ça. Quelques siècles plus tard, les scribes en Phénicie adoptent le dessin du taureau. Ils l'orientent différemment, car l'image ne compte plus. Puis, les Romains en changent la direction. Ainsi, vous arrivez au A latin. Ce que vous avez ici est en fait le hiéroglyphe égyptien du taureau qui dort pour toujours dans la lettre A. Parce que ce n'est que le taureau tourné sur ses cornes. Vous voyez ? Au final, presque toutes les lettres de l'alphabet latin sont dérivées des hiéroglyphes que les Cananéens de Serabit ont choisis pour représenter les sons de leur langue. Le signe égyptien du rectangle ouvert, qui représente la maison, a été raccourci par les Grecs et inversé par les Romains pour créer la lettre B. Le hiéroglyphe pour l'eau, Mayim en cananéen, est devenu en grec mu et en latin M. Il y avait 2 signes égyptiens pour représenter les serpents. Cela est devenu en grec nu et N en latin. Quel est le nom égyptien pour la tête? On ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose comme Tapt ou Topt, mais ça n'avait aucun intérêt pour les Cananéens. Alors quel est leur mot à eux pour la tête? Très différent, roche. Roche avec un R? Oui, avec un R au début, et ici, ils arrivent au R. Donc c'est la tête des Cananéens. Oui.
Puis les Grecs rendent la représentation de la tête plus abstraite, même si on peut encore en deviner le profil. Les Romains ont tout retourné, systématiquement. Tout est dans la même direction. Mais cela fait des siècles et des siècles que nous ne voyons plus d'image là-dedans. Et je ne pense pas que quiconque saurait que derrière cette lettre se cache le profil d'une tête. Oui, de nouveau, le hiéroglyphe égyptien se cache dans le R. Il se cache toujours. Il n'y a pas que les alphabets latins et grecs qui viennent de Sérabit. Presque tous les alphabets utilisés aujourd'hui ont puisé à la même source. L'hébreu, l'arménien, le cyrillique, le tibétain, le devanagari, le gujarati. La connexion entre ces alphabets ne saute pas aux yeux, mais elle est bien réelle. Ce document est une feuille d'un Coran du 7e siècle, daté de 675 après Jésus-Christ, le premier siècle islamique. Il représente l'un des premiers exemples de l'écriture arabe dans un style calligraphique. Mais quand je le regarde, je vois dans ces formes de lettres archaïques les réminiscences de l'alphabet de Sérabit. Ainsi, si vous regardez cette lettre qui ressemble à une ligne avec une petite queue, par exemple, c'est un alif, la première lettre, le A, qui ressemblait à l'origine à un taureau. Comme ça, il est stylisé en phénicien, simplifié. Là, le lien entre cela et notre A devient évident. Une étape de plus nous amène à l'araméen nabatéen. C'est une nouvelle simplification, il ressemble à un 6. Et puis, dans le fragment de Coran que nous avons regardé, nous pouvons voir que la boucle a presque disparu et nous avons simplement cette petite queue. Puis, dans l'écriture arabe moderne, une ligne droite. Cette ligne droite a traversé ces étapes depuis ce taureau, même si au final les deux ne se ressemblent plus du tout. Ainsi, l'alphabet arabe moderne et l'alphabet latin que nous utilisons pour écrire sont cousins. Ils appartiennent à la même famille. Tous les alphabets d'Arabie, de la Méditerranée, du Moyen-Orient, toutes les écritures alphabétiques semblent provenir du même modèle. Il semblerait que l'alphabet, ce concept d'écrire chaque phonème avec des glyphes différents, cette idée, si simple soit-elle, n'a été inventée qu'une seule fois. Ce que Rebded et ses disciples ont fait dans les mines de Sérabit a changé le monde. Ils n'étaient ni des scribes ni des érudits, mais en appliquant à leur langue le principe du rébus, qui constitue la base de toutes les anciennes écritures, ils ont créé les toutes premières lettres. Et cette nouvelle façon d'écrire finira par conquérir le monde entier. Nous devons à ces travailleurs migrants illettrés l'invention de l'alphabet, qui, plus que toute autre forme d'écriture, a uni les êtres humains à travers l'espace et le temps.